Oh mon Dieu. La Russie perd des alliés de tous les côtés. La dernière trahison vient du Moyen-Orient, où trois poids lourds de l'énergie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, viennent de snober Vladimir Poutine en refusant d'assister à son sommet le plus important. Cela a forcé le Kremlin à annuler la conférence Russie-Pays Arabes quelques jours seulement avant qu'elle ne doive avoir lieu. Mais l'embarras ne s'est pas arrêté là. Avec la chute de l'influence russe, l'Arabie Saoudite a augmenté sa production de pétrole, provoquant une baisse des prix mondiaux et faisant perdre à Poutine des milliards de revenus. Il s'agit d'une contre-attaque stratégique délibérée qui a fait chuter les revenus pétroliers de la Russie de 21% sur un an. La guerre de Poutine fait maintenant face à un problème désespéré. La Russie ne peut survivre qu'en offrant de grosses réductions sur son pétrole. Mais c'est une offre que l'économie russe ne peut pas se permettre. Le moment est venu. La guerre arrive chez nous et l'empire diplomatique de Poutine commence à s'effondrer. La situation est tellement grave que des responsables russes se plaignent publiquement de ne pas être invités à des sommets importants. Je ne pense pas avoir déjà vu un pays faire cela. Regardez cette image. Tout le monde était en Égypte pour le sommet sur la paix. Tout le monde sauf la Russie. Sergueï Lavrov n'était pas content de cela. Je peux seulement préciser que les hôtes du sommet ont envoyé les invitations. J'ai de nouveau regardé la liste des pays participants au sommet pour la paix à Sharm el-Sheikh aujourd'hui. Il y a plus de 20 pays à différents niveaux, au niveau des dirigeants, des ministres et même au niveau des ambassades. Pourquoi la Russie ne participe-t-elle pas à ce sommet? Même si la Russie a toujours joué un rôle de médiateur important dans ce conflit, dans le cadre du Quartet et même dans les relations bilatérales conflictuelles actuelles avec Israël et le Hamas. Si la Russie a aidé à libérer des otages, pourquoi n'est-elle pas à Sharm el-Sheikh aujourd'hui? Je constate seulement que les hôtes du sommet ont envoyé les invitations. L'invitation a été envoyée par la direction égyptienne qui, selon les informations, a coordonné ses actions avec d'autres initiateurs arabes, mais surtout avec les États-Unis. Mais vous voyez, cela n'était rien comparé aux dirigeants mondiaux qui ne répondent tout simplement pas à votre message, ou, je veux dire, à votre invitation. En avril, Poutine a annoncé pour la première fois les projets de conférence arabo-russe. Le Kremlin avait espéré que cela serait l'initiative de politique étrangère la plus importante de cette année. Cela visait à envoyer un signal aux États-Unis et à l'Occident que la Russie bénéficie toujours du soutien à travers le Moyen-Orient. L'événement était censé renforcer la position de Poutine dans la région. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, l'influence de la Russie a tendance à diminuer dans cette région. Son économie, son armée et même sa capacité diplomatique ont toutes été absorbées par l'invasion de l'Ukraine. Nous l'avons vu en temps réel lorsque le dictateur syrien soutenu par la Russie, Bachar el-Assad, est tombé en seulement 9 jours. On l'a encore constaté quand l'Iran a demandé à la Russie plus de défense aérienne durant la guerre de 12 jours et que la Russie a refusé. Je suppose que Poutine n'en avait pas en trop à donner. Comme si tout cela n'était déjà pas assez grave. Pendant que l'influence russe déclinait dans la région, Poutine voyait les États-Unis et la Chine étendre leur rôle et renforcer leur présence. C'est pourquoi Poutine a tant insisté sur la conférence Russie-Pays Arabes annoncée en avril dernier. Selon le Kremlin, ils avaient invité 22 dirigeants arabes. Cela comprenait les dirigeants d'organisations représentant les pays arabes ainsi que les dirigeants de ces pays eux-mêmes. L'objectif était de discuter paix, stabilité et sécurité. Malheureusement, seuls quelques dirigeants ont effectivement confirmé leur participation. Cela comprenait des noms comme le président syrien, le nouveau président syrien, Ahmad al-Charara, et le chef de la Ligue arabe. Mais les dirigeants que Poutine voulait vraiment rencontrer, comme le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et le président des Émirats Arabes Unis Mohammed Ben Zayed, n'ont tout simplement pas répondu. Je veux être clair, ils n'ont pas dit non. Ils n'ont simplement pas répondu à l'invitation. Le message était clair. Le monde arabe est plus intéressé à tisser des liens avec Trump qu'avec une économie en difficulté comme la Russie. Ce genre de choses blesse vraiment les sentiments de Poutine. Et nous avons déjà vu cela auparavant. C'est ici que je voudrais faire un petit détour pour vous parler de quelque chose qui s'est passé.
En 2017, lors du premier mandat de Trump, il a annoncé publiquement qu'il retirait les États-Unis de ce traité sur les forces nucléaires, à portée intermédiaire, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Traité signé en 1987 par Reagan et Gorbatchev. Et il interdisait tous les missiles balistiques et de croisière terrestres, ayant une portée comprise entre 300 et 3000 miles. Trump a donné 2 raisons pour quitter l'accord, ce qui n'a pas plu à Poutine. Il a d'abord dit « La Russie viole déjà ce traité, donc nous allons nous retirer. » Mais la deuxième raison, c'est ce qui a vraiment blessé Poutine, a dit Trump. La Chine n'est pas dans ce traité, et ça veut dire qu'ils peuvent faire toutes ces choses que nous ne faisons pas, parce que nous avons signé ce traité avec la Russie. Trump a déclaré que la Chine était notre véritable concurrent, et que la Russie ne nous préoccupait pas. Et ça, c'est quelque chose que Poutine ne voulait pas entendre. Vous voyez tout ce temps, Poutine a essayé de reconstruire l'Union soviétique. Et cela ne signifie pas seulement au sens territorial. Il souhaitait également restaurer le statut de l'Union soviétique face aux grandes puissances. Cela signifie qu'il veut avoir son mot à dire dans chaque décision importante, et il veut une place à chaque table qui compte. Quand Trump a publiquement déclaré que les États-Unis ne se souciaient pas vraiment de la Russie, cela a vraiment blessé son ego. Et la même chose se produit à nouveau lorsqu'il n'a pas été invité au sommet pour la paix, et lorsque les dirigeants arabes ne lui ont tout simplement pas répondu. Cela blesse le petit ego que possède Poutine, et cela lui fait réaliser que la Russie n'est en réalité que le Nigeria avec des armes nucléaires. Mais cela n'est rien comparé à ce qu'a fait ensuite l'Arabie Saoudite. Ils se sont attaqués directement à la réserve monétaire russe. Je vais aussi demander à l'Arabie Saoudite et à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole de baisser le prix du pétrole. Franchement, je suis surpris qu'ils ne l'aient pas fait avant l'élection. Cela montrait peu d'amour de leur part. J'ai été un peu surpris par ça. Si le prix baissait, la guerre entre la Russie et l'Ukraine prendrait fin immédiatement. En ce moment, le prix était suffisamment élevé pour que la guerre continue. Il faut faire baisser le prix du pétrole, tu vas mettre fin à cette guerre. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a annoncé qu'elle allait augmenter sa production de pétrole. C'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui achètent du pétrole. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Russie. La Russie ne fait pas que vendre du pétrole, c'est vital pour elle, comme l'air qu'elle respire. C'est la seule chose qui maintient l'économie en vie. Regardez le graphique à l'écran. Les prix du pétrole brut ont déjà baissé toute cette année. Au moment où j'enregistre, à 23h heure de Houston, ils sont en dessous de 60 $. C'est déjà assez mauvais pour la Russie. Mais le pétrole russe se négocie en fait beaucoup plus bas que le pétrole ordinaire. C'est parce que la Russie est sous sanction. Cela signifie qu'ils doivent offrir des réductions pour convaincre des pays comme la Chine, l'Inde et la Turquie d'acheter leur pétrole. Eh bien, cette réduction commence vraiment à faire mal. Dans certains endroits, le prix du pétrole russe est déjà inférieur à 50 $ le baril. C'est aussi important de souligner qu'il en coûte à la Russie environ 40 à 45 $ par baril, rien que pour extraire le pétrole du sol. Cela signifie que si les prix du pétrole continuent de baisser, Poutine devra bientôt arrêter de pomper, car il perdra de l'argent sur chaque baril extrait. Mais déjà, cette chute du prix du pétrole est un énorme problème pour le Parlement russe, qui essaie de trouver un tour de passe-passe comptable magique pour créer un nouveau budget. C'est ce qui permet à cette invasion de continuer. 30% du budget fédéral de la Russie provient directement de ses revenus pétroliers et gaziers. Et ces derniers 10 mois, ces revenus sont vraiment en chute libre. Au mois d'octobre, ils ont baissé de 21%. D'une année sur l'autre, cela représente un 5e. C'est quelque chose que Poutine ne peut pas se permettre, alors qu'il essaie de gagner plus de territoire en Ukraine. La situation budgétaire est si grave que, dans certaines régions de Russie, il y a déjà des pénuries alimentaires, et les transports publics sont à l'arrêt. Poutine ne paie tout simplement pas les personnes qui travaillent pour le gouvernement. Si cela continue, tous les bots dans nos commentaires qui défendent la foi la Russie chaque jour vont disparaître. Et croyez-moi, quand je dis ça, du fond du cœur, vous ne nous manquerez pas. Nous avons déjà vu des licenciements massifs en Russie, et à en juger par la situation, ils vont continuer dans un avenir prévisible. C'est parce que vous voyez toutes ces raffineries que les drones ukrainiens frappent. Eh bien, selon le gouvernement russe lui-même, il pourrait leur falloir jusqu'en juin 2026 pour réparer certaines d'entre elles. C'est un énorme problème, étant donné qu'un tiers des raffineries russes
ont déjà été endommagés par l'Ukraine. La raison pour laquelle cela va leur prendre autant de temps, c'est que vous voyez, ces raffineries ont été construites avec des pièces occidentales, et par des entreprises occidentales. Maintenant que la Russie est sous sanction, elle a beaucoup de mal à obtenir ces pièces de rechange. Elle ne peut pas juste aller chez Timucom acheter une imitation bon marché, car apparemment ce n'est pas possible avec des raffineries. Donc, pour compenser cette perte de revenus, appelons-le Poutine augmente les impôts des Russes. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois, mais les Russes restent mécontents de ces impôts. Il a porté la taxe sur la valeur ajoutée à 22%, une taxe sur les ventes. Imaginez acheter quelque chose et que plus d'un cinquième du prix soit constitué de taxes. Et en plus de ça, il a augmenté le nombre de petites entreprises qui devront payer des impôts. Et elles ne sont pas contentes. Regardez juste cet extrait. Je suis choquée par la bonne nouvelle. J'ai passé 1 heure à discuter avec ma comptable des changements fiscaux. Vous avez sûrement entendu que la taxe sur la valeur ajoutée va augmenter. Dès que j'en parle, les larmes me viennent immédiatement. Parce que, en plus de l'augmentation du taux de taxe sur la valeur ajoutée, nous faisons face à une interdiction de toutes les taxes spéciales, à la suppression de tous les régimes fiscaux spéciaux. Il s'agit de brevets, de taux d'intérêt pour lesquels nous ne pouvons pas encore être redevables, sur lesquels nous ne sommes peut-être pas encore assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant de ces taux est réduit de 60 millions par an à 10 millions. Même si cela paraît très impressionnant, vous savez, des millions, lorsqu'on calcule cela par mois, c'est une somme très modeste. Cela signifie qu'un grand nombre d'entrepreneurs travaillent honnêtement, gagnent leur vie par un travail honnête et s'efforcent de produire des produits de haute qualité. Très bientôt, nous n'aurons plus la possibilité de le faire, parce qu'il est tout simplement impossible pour une entrepreneuse comme moi de trouver 150 à 20 000 roubles supplémentaires par mois. C'est irréaliste. J'ignore l'origine de ces chiffres. Je ne comprends pas pourquoi ceux qui sont au gouvernement pensent que c'est juste et que nous pouvons d'une manière ou d'une autre gagner assez pour couvrir ce montant, alors que ce n'est pas possible. La loi n'a pas encore été adoptée, elle est actuellement en cours de lecture, et le gouvernement observe les réactions et évalue les risques possibles. Alors voici ma réaction. Et le risque est très simple, se retrouver sans un segment de petites entreprises de qualité qui créent de bons produits. Nous risquons de disparaître comme les dinosaures, simplement parce que nous ne serons plus utiles. La plupart fermeront simplement. En fait, ce qu'on me propose maintenant, c'est de travailler. Et pour cela, le commerce est trop sophistiqué et compliqué. Une méthode. Nous sommes des gens absolument ordinaires. Aussi drôle que cela puisse paraître, je portais cette même jupe quand j'étais encore mariée, et ça fait maintenant 6 ans que je suis divorcée. J'ai acheté l'appartement de la plus basse qualité à crédit, et je le rembourse régulièrement. Les grandes entreprises peuvent vendre cher des produits de mauvaise qualité, contrairement aux petites entreprises. C'est tout pour la mise à jour que j'ai pour vous. Si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner ci-dessous. Et nous essayons d'atteindre 2 millions d'abonnés avant la fin de l'année. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît.